Voilà, nous sommes sur le toit. Bonjour à vous tous. Donc, de l'Arche de la Défense, il fait un temps sublime et nous sommes là pour 300 millions de critiques. Le sommaire va partir dans un instant, mais nous allons parler auparavant de théâtre avec vous, Myrène Pradier, car vous avez la chance d'appartenir à la troupe des Femmes à barbe. Vous avez adapté donc deux pièces qui font un carton absolument extraordinaire actuellement à Paris. L'une qui s'appelle Le Gros Diamant du Prince Ludwig au théâtre du Gymnase, donc jusqu'à fin décembre. Et avant, il y avait Les Faux British qui se jouent encore au théâtre Saint-Georges. Ouais. Ce sont deux succès que personne n'a vu venir. Et vous, comment avez-vous, avec votre troupe, mis la main sur ces jeunes auteurs britanniques ô combien talentueux? Alors, on a la chance d'avoir un metteur en scène extrêmement curieux et tenace qui a écumé à peu près toutes les pièces du Festival d'Édimbourg, qui s'appelle le Fringe, et qui tombe sur cette équipe de jeunes auteurs anglais. Moins de 30 ans. Moins de 30 ans, à l'époque où ils sont encore un peu comme c'est l'équivalent d'un Avignon plus, où ils sont encore en train de jouer dans un garage. J'exagère, mais un garage voilà, un peu agrandi. Et il sort avec ce texte, il rentre à Paris, il me dit « Regarde, c'est formidable ». Et là, je meurs de rire. Ça, c'est l'aventure des Faux British. Ça, c'est les Faux British. Ouais. Et donc, on arrive très vite, on les appelle. Je crois notre enthousiasme, notre joie de vivre, l'histoire de notre compagnie, qui est une vraie compagnie de théâtre où on bosse ensemble depuis longtemps, on travaille ensemble. C'est voilà, une grande famille qui s'agrandit d'ailleurs de facto, puisque comme les pièces s'agrandissent, on est obligé d'agrandir notre cercle. Et du coup, les auteurs anglais nous disent banco, on part. Voilà, les Faux British. Et alors, évidemment, tout ça commence par le biais du bouche-à-oreille à reconnaître un succès phénoménal. Plus que par le soutien de la presse au début, puis après les Molières s'y intéressent, etc. etc. Voilà. Mais en 3 semaines, on ne comprend pas, notre pièce est pleine. Alors on se dit c'est peut-être parce qu'il pleut, les gens s'ennuient, ou c'est peut-être parce qu'il doit y avoir des grèves, alors ils se remontent le moral. Et puis en fait, non, je crois que le bouche à oreille a été une traînée de poudre. Et puis ensuite la presse, le Molière 2016 de la meilleure comédie, où là on monte tous sur le plateau. On s'en souvient. On s'en souvient parce qu'on avait eu la bonne idée de préparer un Molière en plâtre qu'on explose par terre au moment où on le reçoit, parce que Les Faux British, c'est une pièce catastrophe. Donc on a poussé la catastrophe jusqu'au bout. Et là, Le Gros Diamant du Prince Ludwig, on change complètement on n'est pas dans du théâtre dans le théâtre, c'est une pièce de genre, mais au genre multiple. On est entre du burlesque, du théâtre de situation, entre le vaudeville et film d'action en même temps. Vous verrez, donc très différent des Faux British, en fait. Myrène, on peut dire qu'on est chez les dingues? Ouais, on C'est est ça archi-dingues. Chez les archi-dingues. Il faut aimer ça. Et il faut dire qu'on rit. Oui, il faut accepter de se dire, bon, je laisse mon raisonnement français, je laisse ma pensée, mon analyse permanente, je pose tout ça à mes pieds, puis là, je me laisse aller comme un grand enfant. Voilà, c'est au théâtre du Gymnase et au théâtre Saint-Georges. Vous pouvez voir les deux pièces actuellement à Paris. Je rappelle les deux titres, c'est important. Donc, Les Faux British et Gros Diamant du Prince Ludwig. On vous embrasse et on descend à la salle consacrée au photojournalisme pour démarrer 300 millions de critiques, qui a déjà démarré au soleil. Nous allons partir pour l'ombre. Voici le sommaire. Et c'est une discussion autour du nouveau roman du dessinateur, réalisateur, scénariste et donc écrivain Johann Sfar qui va ouvrir cette émission. Dans Vous connaissez peut-être, il s'est inspiré d'une expérience vécue sur les réseaux sociaux. Nos chroniqueurs réagissent. Cette année, Henri Salvador aurait eu 100 ans et c'est l'occasion d'une série d'événements dont la sortie d'un album hommage. Que reste-t-il d'Henri Salvador dans tous les espaces de la francophonie? Nous en parlerons. En 1987, le cinéaste malien Souleymane Cissé était primé à Cannes pour son film Yélène. Aujourd'hui, il dénonce dans son nouveau film Oka l'injustice sociale et la corruption qui minent son pays, et ce sera un des débats du jour. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà pour le sommaire. Yves Bigot, bonjour. Merci d'être là. Télé5 Monde, vous présidez évidemment cette chaîne que nous chérissons. Michel Serruti, on change totalement de domaine, mais pour un art critique dans mon genre, c'est très compliqué. Je ne peux plus bouger. De la radio-télévision suisse. Alain Gerlage de la RTBF est là, jeune, en pleine forme. Il n'a plus de dos, mais il sourit magnifiquement. Quant à Myriam Fémiot, elle a traversé l'Atlantique pour venir nous voir. À la nage. Inutile de vous dire. Fraîche. Voilà. Et elle a sorti son tatouage à l'avant-bras gauche, qui est absolument magnifique. Nous allons commencer par la littérature, car nous sommes quand même et toujours dans la grande série des prix littéraires. Johann Sfar, dont vous connaissez peut-être, est un roman qui est publié aux éditions Albin Michel. Tout le monde connaît Johann Sfar à cause de ses bandes dessinées, à cause de son passage par le cinéma biographe de Serge Gainsbourg. Donc dans tous ces domaines, il a connu un succès considérable, la bande dessinée et évidemment le cinéma. Alors est-ce que l'aspect romanesque de sa carrière est aussi satisfaisante que l'aspect BD ou que l'aspect cinéma? La question est posée. De quoi s'agit-il? Je dirais que vous connaissez peut-être l'aspect intéressant de ce roman, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui en gros cherche
cherche une femme après une désillusion amoureuse sur les réseaux sociaux. Donc on est dans l'idée d'installer le romanesque dans la nouveauté. L'aspect drôle, c'est qu'il cherche une femme, il tombe sur un chien. L'aspect problématique, c'est que de cette problématique, justement, naît une sorte de confiture tout fruit où on ne sait plus très bien si on est dans un romanesque suivi ou dans une sorte de désordre qui ferait qu'Albin Michel aurait tout simplement choisi de publier quelqu'un qui a énormément de succès et qu'à partir du moment où il a du succès, on se contrefout de ce qu'il écrit à l'intérieur. Tout ça est plus complexe qu'il n'y paraît, car Johann Sfar a un public et c'est aussi pour ça que les gens le suivent et il a un certain don pour garder le lecteur, fût-ce au détriment de ce qu'il raconte. Nous sommes, nous aussi, ici, à l'intérieur de 300 millions de critiques, divisés. Je vais commencer par vous, Myriam, parce que vous avez traversé l'Atlantique, c'est quand même normal. Alors, est-ce que vous êtes touché ou pas par cette histoire d'hommes d'un certain âge qui, tout d'un coup, c'est-à-dire moi, en gros... Premièrement, j'ai traversé... Qui se ruent sur les réseaux sociaux pour tomber sur vous. Oui, premièrement, j'ai traversé l'océan avec une question. Je me disais qu'avec cette loi de la proximité, il devait y avoir quelqu'un autour de vous qui connaissait quelqu'un qui s'est fait prendre dans les filets de Lily. Est-ce qu'on va savoir sur le plateau aujourd'hui? Lily est donc une jeune femme qui, effectivement... ramène sur les réseaux sociaux un certain nombre de personnages connus, des cinéastes, des romanciers et des journalistes, et elle se transforme, et elle transforme ses relations en carrière amoureuse. On appelait ça, quand j'étais jeune, une star-fuckeuse. Donc, continue. Bon, j'ai essayé de détourner. L'idée de départ est vraiment intéressante. C'est l'amour à l'heure du numérique. Il y a là une belle idée de départ. Vous l'avez assez bien dit. On s'égare un peu entre l'histoire avec l'ex, avec le chien, avec un regard sur nos contemporains. Moi, je me suis un peu... Et il ne fait pas mystère que c'est de lui dont il s'agit. Oui, voilà, exactement. Et finalement, on lit ce livre-là comme si on passait une soirée entre copains où un de nos amis nous raconte une espèce de déconfiture, une espèce de mésaventure. Donc, on s'apitoie beaucoup sur le personnage de l'homme en question. Moi, j'ai trouvé que ce personnage-là essayait de se justifier de cette mésaventure-là. Je pense que s'il avait attendu 5 ou 10 ans, l'histoire serait peut-être meilleure. Là, il est peut-être trop près de cette mésaventure-là. Par contre, si le sujet vous intéresse, permettez-moi de vous parler d'un film, un documentaire qui est sorti il y a 2 ans à Montréal, qui s'appelle « Le profil Amina ». C'est exactement le même point de départ, l'amour à l'ère du numérique, des personnes qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. Et là, c'est une jeune Montréalaise qui tombe amoureuse, qui développe une relation épistolaire assez sulfureuse avec une révolutionnaire syrienne. Qui tient un blog qui s'appelle « A Gay Girl in Damascus ». Ça a fait grand bruit dans plusieurs médias, gagné plusieurs prix dans les festivals pour finalement réaliser que c'est un peu le même type de personnage que dans le livre de Johann Sfar, c'est-à-dire, est-ce que je le dis? Quelqu'un d'un peu désœuvré, triste et malheureux, finalement, et que les réseaux sociaux peuvent autant être remplis de tares, mais ils peuvent aussi permettre de démasquer ce genre de personnes-là. Alors, les torts et les travers de l'amour numérique. Voilà, Johann Sfar, poursuivi par Lily. Est-ce que ça vous a plu? Mon cher Guillaume. J'ai eu du mal, d'ailleurs, à dire... Donc, pour parler d'un livre, il ouvre un autre livre. Mais vous l'avez là, mais vous pouvez l'ouvrir si vous le souhaitez. C'est page 272, sont les 3 dernières lignes du livre. Je vais vous les lire, parce que pour moi, ça résume le tout. Johann Sfar écrit la chose suivante. « Il y a l'état d'urgence, point. Je sors du commissariat et les policiers en armure me rappellent combien tout le monde se fout de mes problèmes. » Voilà. Il aura fallu 272 pages, mais les 3 dernières lignes résument tout le bouquin et le sentiment qu'on peut avoir à la sortie de ce livre. Je vous avoue que je vais être un peu sévère parce que j'aime même beaucoup le Johann Sfar et le chat du rabbin, il n'y a aucun problème. Je peux aimer Johann Sfar cinéaste, mais alors là, j'ai eu toutes les peines du monde à comprendre pourquoi il a écrit ce bouquin, sans queue ni tête. On a l'impression... Alors, j'ai peut-être un bout d'explication, mais je ne sais pas parce que c'est mon esprit tordu qui peut l'amener là. Je trouve que ce n'est pas un bon livre, je trouve que ça part dans tous les sens, je pense que c'est vraiment très nombriliste, ça nous parle de lui, mais sans universalité. Ça ne renvoie pas à quelque chose auquel on pourrait éventuellement s'identifier. C'est un bouquin qui, vraiment, que j'ai eu de la... Je tournais chaque page, je me disais, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je ne l'avais pas acheté, page 22, donc vous l'avez tourné. Ah non, je l'ai lu en entier. Voilà. J'ai passé 6 heures à lire ce bouquin, et au bout de 6 heures, je me suis dit, voilà. Alors maintenant, la question que je me pose, parce qu'il y a un truc qui est délirant dans ce livre... Moi, j'ai quand même l'impression, pardonnez-moi de vous interrompre, allez-y, mais ce désordre voulu, cette espèce de
de logorée, Ouais. simple, c'est écrit très Ouais, simplement. totalement. C'est aussi complètement intentionnel. Alors, c'est ça. Il parle de Koshkoshka, puis tout d'un coup, il parle de son chien qui a pissé Alors- sur Eric Elmosino pendant qu'il tournait le film. Donc, on ne peut pas dire que c'est totalement revendiqué. Alors, dans mon, cette esprit, espèce de désordre. dans mon esprit un peu tordu, au bout d'un moment, enfin à la fin du bouquin, je me suis dit, c'est écrit comme une soirée désœuvrée passée sur Internet, où on clique sur les onglets, et puis au bout de la soirée, on ne sait pas ce qu'on a fait. C'est écrit comme à l'époque où on aurait zappé devant une télévision, des programmes, et puis on ne sait pas ce qu'on a fait. Alors, je veux un livre Very Bad Trip. Ouais, alors je me dis, est-ce que le type finalement nous a pas fait une arnaque magistrale? C'est-à-dire que plutôt que raconter son histoire d'avoir été arnaqué, c'est lui qui nous arnaque. Parce que la fameuse Shlomit Melek, j'étais chercher sur Internet, elle n'existe pas. Donc Lily. Oui, Lily, elle n'existe pas. Il y a effectivement une Shlomit Malka, qui est une magnifique mannequin israélienne, mais la fameuse Shlomit Melek n'existe pas. Puis alors après, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire, parce que tous les témoins de son aventure, tous qui pourraient corroborer ce qui lui est arrivé, aucun n'est nommé. Donc au final, on termine ce bouquin. C'est un roman, du coup. C'est exactement, mais c'est écrit roman, mais c'est exactement ça. Le bouquin, c'est écrit roman. Il n'y a aucun moyen d'avoir la certitude finalement que ce qu'il a écrit est vrai, sauf lui qui nous dit ça m'est arrivé. C'est écrit comme étant effectivement une sorte d'arnaque. On se fait arnaquer sur Internet une soirée et puis on passe notre temps à rien foutre. Et je me dis, ce type-là, peut-être qu'il a réussi effectivement un coup de maître en nous arnaquant, en faisant passer pour l'arnaquer. Alors c'est mon esprit tordu qui veut ça. J'espère que ce soit ça, parce que si c'est simplement un roman. Je suis un lecteur attentif comme vous, justement. Il parle d'Eric Elmosino en racontant son histoire pendant le tournage de la biographie de Gainsbourg, où Eric Elmosino, pardonnez-moi l'expression, se fait tripoter par le chien, le fameux chien. Alors, il dit lui-même, ce que je raconte, c'est absolument dégueulasse, mais c'est moins grave que ce qui est arrivé à Eric Elmosino quand il est devenu par hasard le héros d'un livre de Christine Angot. Donc en fait, il y a quand même un jeu conscient avec tout ça. Oui ou non? Sûrement. Après, la problématique que développe notre ami Michel, c'est que aussi les artistes partent du principe que ce sont eux qui sont magiques et pas forcément ceux qu'ils font. Et donc, du coup, ils imaginent que tout ce qu'ils sont ou tout ce qui leur arrive Nous intéresse. passionne tout le monde. Non. Ce qui, dans ce cas, parvient difficilement à le faire, disons. Sinon, j'ai une information très importante pour vous, en lien avec la thématique de ce livre, c'est que vous savez qu'un logiciel va sortir dans les 2 ans qui viennent, qui nous permettront de comprendre directement ce que disent les chiens. Ça va faire un bon livre. Alors, ça, Ce qui est emmerdant, c'est qu'il faille attendre 2 ans quand même. Voilà. oui, mais à ce moment-là, peut-être que le chien en question pourra lui donner sa version de ce qui s'est Donc il faut vraiment raconter passé. que dans le livre, donc le héros, qui n'est autre que C'est Johann une Sfar, piste. va chercher donc un boule terrier avec ses enfants, que cet animal est un animal qu'il considère comme un alter ego, un peu comme Houellebecq avec son chien. Mais vous vouliez ajouter quelque chose, donc Non, que la scène de Bardot et Gainsbourg dans le biopic sur la vie de Gainsbourg est absolument remarquable, avec Laetitia Casta dans le rôle de bébé. voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a publié un type qui a beaucoup de succès, ou que Albin Michel publie un type parce qu'il a beaucoup de succès et donc forcément un public, ou est-ce que vous y avez trouvé un intérêt? J'aurais envie de dire du bien du livre pour que la discussion soit un peu plus variée. Je peux me réjouir du fait qu'en effet, on écrive un livre sur un thème actuel, hein, l'amour sur Internet. Je suis heureux de découvrir que les hétéros s'y mettent aussi, parce que les gays, ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'ils ont découvert ça. C'est très bien. Vous étiez déjà sur le Minitel. J'étais sur Grindr bien avant qu'on invente Tinder. C'est une citation, hein, ce n'est pas de ma vie que je parle. C'était quoi votre Mon courroie, regarde. Il est parti exactement comme Johann Sfar. C'est un roman direct. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est ça. On dirait du Johann Sfar, comme on vous a commencez, l'impression qu'il dit un peu tout ce qu'il a envie de dire et que ce sera bien parce que le fil conducteur, c'est lui. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et que autant dans le cinéma, dans la bande dessinée, il y a quand même des règles qui vous contraignent de ne pas faire un film qui dure 10 heures. Hein. On n'est plus au temps de La maman et la putain. Sauf en Inde. Ou la bande dessinée, on va faire 400 pages. Ici, finalement, dans le roman, il n'y a pas de nombre de pages fixe. Et donc, il n'y a pas cette envie ou ce besoin d'élaguer. Mais écrire, c'est aussi élaguer. Et ce n'est pas parce qu'on parle de soi que nécessairement tout cela a un sens pour le lecteur. Et donc, j'ai l'impression, en effet, que c'est une star, et donc, forcément, s'il écrit un roman, c'est un bon roman. Mais non, ça ne se passe, hélas, pas comme ça. Mais c'est évidemment un grand artiste, par ailleurs.
Écrire, c'est choisir. Voilà, écrire, c'est choisir. L'interactivité, à propos, donc je vais le remontrer quand même. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas comment on fait pour ne pas se casser la gueule sur ces tabourets. C'est quand même une expérience quasi mystique, ou un côté Koh-Lanta. C'est l'épreuve des poteaux. Pour l'instant, personne n'est La tombé. preuve que la culture peut Donc, être du sport. Voilà, non mais Koh-Lanta est aussi une émission culturelle. Vous connaissez peut-être Roman, donc chez Albin Michel et Yann Sarr. En tout cas, il a une capacité quand même à emmener le lecteur dans cette aventure, fut-elle désordre et revendiquée comme telle. L'interactivité, le dernier livre de Johann Sfar, inspiré de son expérience sur les réseaux sociaux, ne pouvait pas les laisser indifférents, nos amis. C'est sur Instagram que la journaliste Sarah Jolienne-Fardel a partagé une photo du livre avec un commentaire plutôt drôle que je vous laisse découvrir. Le compte Twitter et la page Facebook de l'émission sont là pour accueillir tous vos commentaires, les bravos, comme évidemment les réactions les plus désagréables d'adresse qui s'affichent en bas de l'écran. Je ne sais pas du tout pourquoi je me mets à hurler. Peut-être parce que le deuxième sujet de cette émission est consacré au centenaire d'Henri Salvador. J'ai bien connu Henri Salvador, qui est un personnage absolument extraordinaire, l'occasion d'une série d'événements dont la sortie d'un album hommage. De Louis Chédid à Véronique Sanson, en passant par Thomas Dutronc, plusieurs artistes lui rendent cet hommage. Et c'est justement un extrait d'une chanson douce par Thomas Dutronc que je vous propose d'écouter avant que nous parlions de ce cher disparu qu'est Henri. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Henri Salvador, c'est quelqu'un que j'aime depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé la guitare manouche vers 18-20 ans. Et à l'époque, les manouches me parlaient beaucoup d'Henri Salvador parce que voilà, ils adoraient sa musique, ses chansons. Et j'ai eu la chance de bosser pour Henri, de collaborer sur l'album Chambre avec vue. Jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Voilà Henri Salvador, musicien de jazz au départ, qui, vous le savez, a joué avec des pointures de cette musique. Très grand guitariste, très belle voix. Personnage qui est devenu célèbre grâce à la télévision, car il est arrivé à la télévision et c'est là qu'il a commencé à chanter ses chansons parodiques, type Zorro est arrivé, qui ont fait de lui une superstar en France. Mais c'est un centenaire et justement, mon cher Yves, il faut essayer de rendre à ce personnage la complexité de son itinéraire. Elle est d'autant plus complexe qu'Henri Salvador, en fait, c'était le premier chanteur, la première vedette noire en France. Après Joséphine Baker. Après Joséphine Baker. Oui, mais ça, c'était avant-guerre. Joséphine Baker. Mais il a très bien connu Joséphine Baker aussi. On a bien réagi quand même. On a bien réagi quand même. Pardonnez-moi la réalisation, mais il est important qu'un étranglement puisse avoir lieu en direct pour que cette émission soit enfin reconnue à sa hauteur. Alors allez-y, continuez. Présidente, directeur. Alors allez. En anglais. Voilà. Alors vas-y, Joséphine. Henri Salvador, donc, il était dans les années 50 la première vedette voilà, noire de la télévision, de la chanson française. Ça lui donnait donc un statut tout à fait particulier, comme Manu Dibango a été le premier des musiciens africains en Europe, d'abord à Bruxelles d'ailleurs, et ensuite à Paris. Alors, évidemment, il avait une sensibilité tout à fait particulière, celle du jazz, vous l'avez dit, Guillaume, et il a d'ailleurs été pris dans ce qui était peut-être une obligation pour lui, justement, de par cette différence qui était la sienne, d'être à la fois un musicien, on l'a entendu dans une chanson douce, mais aussi avec Dans mon île, qui était un des morceaux qui a aidé quand il était au Brésil en tournée à créer la bossa nova, à transformer la samba brésilienne en cette musique sophistiquée avec des accords du jazz américain qu'est la bossa nova. D'avoir cet aspect-là, très musicien et très poétique, et son côté presque ancêtre des charlots, c'est-à-dire... déconneur officiel du régime.
voilà, comique, presque, je dirais presque amuseur officiel. La cantatrice, la chanson sur la cantatrice. Ah Juanita Banana. Voilà, je ne voulais pas le dire parce qu'autrement, il allait me renvoyer. Mais Joséphine Baker, hein. Exactement. Avec les bananes. Et bien sûr, évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, c'est à ça qu'il se référait. Voilà. Dans ce morceau, Zorro est arrivé, vous l'avez dit, et beaucoup d'autres. Et puis ces émissions à la télévision, parce que Il faisait un carton terrible. Parce qu'Henri Salvador était d'une certaine façon Michel Drucker avant Michel Drucker. Salvador, ça s'appelle. Salvador, hein, à la télé, c'était les grands prime time de variété et de comédie, puisqu'il était donc le rigolo officiel de la France pendant des années. Et comme tous les amuseurs, évidemment, il a beaucoup souffert d'être populaire et d'être connu et reconnu pour ses chansons marrantes, pour ses sketchs, pour le personnage qu'il incarnait. Un peu Yabon Banania, hein, il faut dire les choses comme elles sont, hein, comme les personnages du blackface aux États-Unis, avec cette ambiguïté très complexe. Alors, on a fait les mêmes critiques à l'égard d'Armstrong. Hein. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire l'oncle Tom du jazz. Alors, exactement. C'était d'abord et avant tout un gigantesque artiste. Voilà. Et Syracuse, et Dans mon île, et sa capacité, et à la fin... D'ailleurs, la rédemption de sa carrière avec Benjamin Biolay au tout début des années 2000, avec Jardin d'hiver et ce succès final qu'il a eu, qui lui a permis justement de rééquilibrer en fait ce qu'il était profondément au fond de lui, c'est-à-dire un formidable musicien de jazz, même si les amateurs de rock lui en veulent encore toujours, de s'être moqué du rock avec son fameux Rock'n'Roll Mops. Et Boris Vian avec Boris Vian et Big Mike, qui n'était autre que Michel Legrand, le grand compositeur de musique de film, et qui se moquait du rock en disant quasiment c'est une musique un peu comme ce qu'on pense que je suis moi. Et du coup, je me venge de ça. Et j'ajoute, Guillaume, qu'il est dans les projets de sa dernière compagne, Catherine Costa, de monter une maison Henri Salvador, là où il habitait, juste au pied de... la place dont le nom m'échappe en face du Ritz. La place Vendôme. Oui, c'est ça. Voilà, mais tout était paradoxal chez Henri Salvador. Voilà, au 6 place Vendôme, de la même manière, parce qu'on ne sait pas très bien faire ça en France. Vous savez, les Américains font ça génialement. Créer du tourisme et de l'affect avec les lieux où ont habité les gens qui ont marqué notre culture populaire. Alors, il faut rappeler donc le dernier album qui a été celui de sa rédemption. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus parce que c'est un grand artiste. Était produit par Benjamin Biolay avec Kerenan. Ce qui est amusant avec Henri Salvador et ce qu'on a aussi un peu oublié, c'est qu'il a quand même passé 10 ans de sa vie, peut-être même plus, à jouer aux boules. C'est-à-dire qu'il a commencé comme musicien de jazz, puis il a fait de la variété. Puis il a fait ses chansons et cette télévision qui l'ont rendu célèbre. Puis il a joué aux boules pendant 15 ans. Oui, mais aussi parce que il avait 70-80 ans. Il commençait à être passé de mode et c'est justement cet album qui lui a permis de. Et de au revenir. dernier moment, on est revenu le chercher. Je me souviens parce qu'on avait fait une émission ensemble sur le service public là-dessus. À pratiquement 90 ans, la voix était presque intacte. Il y avait toujours cette impression de miel incroyable, de phrasé à la guitare. Il dit de très belles choses dans des interviews sur sa voix qui, dit-il, est celle de sa mère. Et c'est très, très émouvant. Moi, je pense que quelqu'un qui a écrit, ou chanté en tout cas un morceau qui s'appelle Twist à la SNCF, mérite l'éternité de la reconnaissance. Je me souviens que quand j'étais ado, évidemment, je n'avais pas les mêmes goûts musicaux que mes parents, qui n'étaient pas nécessairement d'accord entre eux sur la musique qu'ils écoutaient. Ma sœur, c'était encore autre chose. Mais il y avait un artiste pour lequel la reconnaissance était unanime et qui faisait la paix dans la famille, c'était Henri Salvador. Parce qu'il y avait cette espèce justement de multiplicité des talents, des différentes facettes. Alors c'est vrai, parce qu'il était un amuseur, une certaine... Un fantaisiste. Voilà, un fantaisiste. Peut-être certains avaient un regard un peu méprisant, un peu condescendant sur ce qu'il faisait. Il est parvenu quand même à montrer qu'il était capable d'avoir différents registres. Et ça a été la reconnaissance finale. Ce qui est amusant aussi, c'est que, et je me suis repenché dans une série d'interviews pour préparer cette séquence, et
ce fameux rock qu'ils ont enregistré, c'était une parodie. C'était une parodie. C'était voulu comme une parodie. Et ils se sont rendus compte que le public, il s'appelait Henry Cording, oui, bravo. Mais en plus, ils ont été surpris parce que ça a marché. Au premier degré. Au premier degré. Et finalement, je rapproche ça d'autres choses qu'il dit, c'est que un jour, il s'est rendu compte qu'en riant sur scène, les gens riaient de son rire. Et alors, il explique qu'il n'a plus dû se casser la tête à chercher des sketchs ou des choses marrantes à dire. Il suffit qu'il rie pour que les gens rient. Et ça, c'est aussi évidemment quelque chose qui exprime l'authenticité du personnage. On n'a pas parlé de ça, mais quand on le voyait à la télé, il y avait quelque chose de franc, de sincère. Il y avait beaucoup de talent de comédien. Hein. Oui, mais ça passait. Et il y avait cette espèce de communication avec le grand public que tous les artistes n'ont pas. Et donc, voilà, qu'il reste et qu'on continue quand même à s'en souvenir parce que c'est vraiment un des très grands artistes du XXe siècle. Ce qui est amusant comme pied de nez dans le domaine du succès, dans ce domaine que nous aimons aussi, qui est les variétés, c'est que souvent, ça a été le cas, par exemple, de Nino Ferrer, des gens qui sont très bons musiciens. Salvador, c'était le jazz, Nino Ferrer, c'était le rhythm and blues. Tout d'un coup, ils font délibérément un truc débile. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et là, ils font un carton absolument monumental. Mais après, ils font le Sud. Voilà. Et après, ils font le Sud et ils reviennent à une veine mélodique. Mais ils souffrent toute leur vie de cette perception du public pour autre chose que ce qu'ils voudraient être. Et souvent, d'ailleurs, qu'ils sont le plus profondément. Bien sûr. Myriam. Chez nous, on a justement cette pureté. Qui est resté sur scène jusqu'à 90 ans. Oui, carrément. Et nous, on a un peu cette pureté d'Henri Salvador parce que c'est à peu près en 2002, avec la sortie de Jardin d'hiver, qu'on l'a vraiment découvert et adopté. Peut-être un des albums les plus fédérateurs de ces années-là, tous âges, tous styles confondus. On allait dans tous les boutiques, tous les restaurants, on écoutait cet album-là. Et il est passé à Montréal au festival de jazz. Et il disait à ce moment-là qu'il voulait, il avait 85 ans, il disait « Je veux étonner le public en me perfectionnant. Je ne veux pas être derrière mon époque. C'est incroyable. J'espère avoir cette vivacité ou la moitié de cette vivacité-là à 85 ans. Et c'est un peu cet album-là qui, je pense, pour nous, en tout cas québécois, va être son album phare, vraiment le souvenir qu'on aura de cet homme-là. Parce qu'on se pose toujours la question avec des anniversaires, comment honorer la mémoire, comment garder pérenne les succès et comment faire honneur aux artistes. Là, il y a un album qui sort, un album hommage qui sort dans quelques semaines en hommage à Henri Salvador. Donc, des artistes bien connus d'un peu partout qui reprennent ces grandes chansons. Est-ce que c'est la meilleure façon de rendre hommage à un artiste? Il y en a tellement de ces albums-là, autant chez nous qu'ici en France. Je ne sais pas, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une autre version de Le lion est mort ce soir pour se rappeler d'Henri Salvador? Qui était une adaptation, d'ailleurs. En plus, donc, je ne sais pas. J'espère qu'on trouvera une façon de garder la mémoire, justement, de cet homme que vous avez. Sur les réseaux sociaux. Zorro est arrivé, Syracuse, un jardin d'hiver. Alors, le plus bel hommage à Henri Salvador, c'est d'écouter la version de Dans mon île par Caetano Veloso. Et là, vous comprenez tout de la bossa nova et d'Henri Salvador. Vous vouliez ajouter quelque chose, mon cher Michel, c'est important, vous l'amoureux du jazz, on en revient aux sources de Salvador. Ouais. Moi, on aurait dit du Salvador. Oui, on aurait dit du Salvador. Mais ça manquait le rire. Je fais assez. Qui gagnait au boule entre Henri et vous, d'ailleurs? J'ai jamais joué au boule avec lui, c'est impossible, parce qu'il était entouré d'un clan, mais vraiment de professionnels. 17 fois champion de l'Île-de-France, paraît-il. J'ai lu selon lui. Non, mais il rigolait pas du tout avec ça. Avec sa guitare, oui, avec les boules, pas du tout. Mais bref, pour revenir aux musiciens... Alors, à la fois, moi, effectivement, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration et qui me touche. Et puis, en même temps, des fois, je suis triste de par la carrière qu'il a pu avoir, peut-être, parce que je me dis... Alors, il a une grande carrière, c'est pas le problème. Je me dis peut-être qu'on aurait eu droit ou pu avoir véritablement un super grand artiste s'il avait eu un répertoire, on lui avait proposé un répertoire qui était plus en accord avec sa sensibilité et ce, il était capable de faire. Alors, on va pas rester sur une note négative, en l'occurrence, mais quand vous parlez de Nino Ferrer, c'est vrai que moi, quand on parle d'Henri Salvador, Nino Ferrer me revient souvent à l'esprit parce qu'il a aussi eu ce côté amuseur public qu'il a servi et desservi en même temps, parce que ça fait sa notoriété et sa fortune. Puis en même temps, ce n'était pas forcément la musique vers laquelle il souhaitait aller, le garçon. Puis en même temps, le côté
déconneur d'Henri Salvador, moi j'ai envie de dire, c'est assez propre à un certain nombre de musiciens de jazz. Parce que quand vous allez un peu dans les bios ou vous allez dans les coulisses des musiciens de jazz, justement, il y a souvent, alors je veux pas non plus... Ouais, Miles Davis, pas trop. Non, Miles Davis, pas du tout, même, en l'occurrence. Non, mais C'est pas un déconneur. je pense à Ray Brown ou Oscar Peterson qui se mettaient, alors les uns piquaient les cordes de la contrebasse de l'un, mettaient des boules de ping-pong dans le piano avant les concerts. Hein. Et puis pour voir comment les gens, comment chacun allait réagir à ça. Il y a un côté souvent... parce qu'il y a peut-être une maîtrise musicale d'un côté, donc de l'autre, ça permet de prendre une liberté au niveau musical ou au niveau de la vie qui allait bien avec lui. Voilà. Et puis, il y a véritablement cette capacité que Henri Salvador a eue, moi je trouve, de rebondir chaque fois sur presque des accidents de la vie. Parce que l'anecdote dont tu parlais, Alain, tout à l'heure, c'était avec Ray Ventura au Brésil, quand ils sont partis jouer là-bas pendant la guerre. Ils sont partis jouer plus loin. Ils se sont retrouvés, je crois, dans un cabaret du côté de Rio de Janeiro. Et Ray Ventura disait que l'accueil avait été absolument glacial. Le public était totalement froid. Et puis, Henri Salvador s'est mis à faire le pitre. Et ça a déridé tout le monde et ça a marché. Et c'est de là qu'après, il a continué à adopter ce personnage-là et ce rôle qui, encore une fois, l'a bien servi dans sa carrière, a certainement arrondi les fins de mois. Puis en même temps, qu'il a éloigné peut-être d'une carrière dont on a eu un éclair. C'était à la fin, grâce à Kerenan et à Benjamin Biolay, avec ce fameux album Chambre avec vue, avec des chansons qu'il avait pu signer. Effectivement, Dans mon île, Syracuse, c'est des choses musiques qui sont splendides. Mais j'ai toujours un petit pincement au cœur. Moi, je me dis, j'aurais bien aimé. Je sais pas ce que Salvador serait devenu s'il avait eu une carrière uniquement aux États-Unis, peut-être, ou uniquement anglo-saxonne, ou peut-être qu'il y avait plus la place pour un véritable crooner avec un répertoire et des auteurs qui lui auraient permis d'être ça. Voilà. Peut-être. Pardonnez-moi, mon cher. Mais je nous lui vais rendre tout pardonner. hommage. En tout cas, il y a une personne, plusieurs peut-être d'ailleurs, une personne pour qui Henri Salvador n'est pas un héros, c'est Jean-Marie Perrier, le célèbre photographe des années 60, qui a souvent considéré que c'était un sacré loustic. De nombreux internautes rendent aussi, vous trouverez l'explication sur Internet, rendent aussi hommage à Henri Salvador. C'est son fils, hein, c'est son fils. Voilà. Mais François Perrier était son biologique. père, donc il y avait un problème. Sur Instagram, Emmanuel poste une belle photo d'Henri avec une légende émouvante. Pour réagir, le compte Twitter j'ai essayé d'être allusif et vous avez mis les pieds dans le plat. Ah non, il faut dire les choses. Et la page Facebook de l'émission sont à votre disposition aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Du coup, je suis ému, je tremble. Nous allons passer au troisième sujet de l'émission, juste après le détour qui n'en est pas un. Nous allons nous appesantir grâce aux Zap Culture sur ce qui se passe un petit peu sur la planète dans le registre de l'actualité francophone. Le voici. Jean Rochefort s'en est allé cette nuit à l'âge de 87 ans. Avec lui, c'est tout un pan de l'histoire du cinéma et du théâtre qui se referme. On l'a imaginé comme un voyage, comme une randonnée. Pendant la performance, apparemment à Paris, les gens ont réussi à entrer dans cette transe du mouvement qui est la natation. Après, moi, c'est vraiment l'idée de contempler et de passer un moment, en fait, avec le temps qui passe. Non mais je rigole pas. Le film tente le mélange explosif de l'humour potache et de la religion. Quelque chose qui vous lie à la communauté juive ? Moi c'est Rabbi Jacob. On avait tous une envie de bienveillance et une envie de bien faire sans que ce soit évidemment de critiquer ou autre. Break the silence, come crashing into my little world. Painful. Après 4 ans d'absence, elle revient à la chanson. Je progresse doucement, sans avoir vos talents. Exact. Mais il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences peut-être. Plus que militant, moi je pense que c'est un film, si des jeunes filles le voient, elles peuvent se dire « Ah oui, c'est possible ». Il s'éloigne de la peinture descriptive, simple photocopie de la réalité, pour développer une vision plus personnelle. Il compose son tableau comme un musicien sa partition. Les 3 jeunes filles sont habillées exactement de la même façon. Il s'agit presque du même modèle qui est décliné 3 fois, comme un rythme musical donné à la toile. Nos sens nous jouent des tours. C'est ce que démontre cette exposition amusante et surprenante. Cette exposition sur les illusions nous montre que notre cerveau peut se tromper. Et lorsque vous passez dans le parc royal et que vous découvrez des sirènes, la surprise illumine les yeux des noctambules.
Le diamant aura une signature moderne tout en mettant en valeur la façade de l'ancien YMCA. On pense que ce qui manque présentement à Québec, c'est une locomotive. Il y a plein de wagons en santé, avec de beaux projets culturels, tout ça, mais il manque une locomotive. 120 tableaux existants de Vincent van Gogh apparaissent dans le film, mais d'autres peintres ont dû jouer les faussaires et inventer de nouveaux tableaux pour les animer. Pour plus de réalisme, il a fallu trouver des acteurs physiquement proches des modèles. Largo Winch n'est pas le seul héros de bande dessinée à avoir changé de créateur en cours de route. Corto Maltese en est un autre exemple. Le fait de reprendre des héros existants, ça permet aussi de toucher des nouvelles générations de lecteurs. 180 auteurs francophones sont attendus à la Foire du Livre, regroupés sous la bannière Francfort en français. Avec la France comme invité d'honneur, c'est non seulement la langue française qui prend ses quartiers au salon, mais aussi la francophonie. La politique est indissociable de la littérature. Merci, Monsieur Rochefort, pour cette leçon de vie, ce grand bain d'émotions dans lequel nous avons adoré plonger avec vous. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité francophone. Le dernier sujet, de 300 millions de critiques, est consacré au cinéma. En 1987, le cinéaste malien Souleymane Cissé était primé à Cannes pour son film Yélène, vous vous en souvenez peut-être, qui recevait le prix du jury. À 77 ans, il est devenu une figure tutélaire du cinéma africain. Il dénonce dans son nouveau film qui s'appelle Oka, notre maison, l'injustice sociale et la corruption qui minent son pays. Je vous propose de découvrir la bande-annonce du film, donc d'Oka, avant d'en parler. Dusukasi de ba anw ga ya anw sigila ma an fa ka bulonda la an wolola an fa ka so min kɔnɔ an mɔna an fa ka so min kɔnɔ tile ganna mɔgɔw de ye anw bɔ n t'a si dɔn k'anw bila da la ka so wɔrɔ an sigilen kan an fa so kɔnɔ ka so wɔrɔ an kan an baw si so kɔnɔ k'an bolo minɛnw bɛɛ cɛ k'a fili bulonda la ka sɔrɔ k'an yɛrɛ gɛn ka n'a bila bon an b'an fa ka so da la yan fo ala ka latigɛ kɛ a don min na anw ka don an fa ka so kɔnɔ. n'o tɛ musolaka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ anw ta ye tiɲɛ ye mɛ ala ni na min mɛ y'a fɛ u taara bɛ da u kɔ ka di nkalon kan nkalon kan a papiye suyɛlen ma taa b'u kɔ nin ye wa u y'a dɔn ko papiye suyɛlen b'i ye wa ka wale papiye suyɛ k'a k'u tɔgɔ k'a la tuguni ka tila k'u kiri n'u yɛrɛ tɔgɔ ye mun y'anw kiri n'an yɛrɛ tɔgɔ de ɛ nin bɛ lakali cogo di hali bi ala ka tiɲɛ bange. Alors, qui se lance pour parler de ce film? Qui considère que c'est une réussite, un intérêt ou pas? Yves. Un intérêt, nous l'avons évidemment pensé, d'abord parce qu'on connaît à TV5 Monde Souleymane Cissé de longue date et que TV5 Monde a coproduit ce film, Oka, qui était présenté d'ailleurs au Festival de Cannes en 2015 et qui sort seulement maintenant sur les écrans français. Alors, c'est un film qui se passe chez lui, à Bamako. C'est un film familial, d'une certaine façon, puisqu'il y raconte la manière dont ses sœurs ont été expulsées de la maison dans laquelle la famille Cissé avait grandi. Et c'est d'ailleurs sa famille qui joue dans ce film. Alors, c'est évidemment un film un peu particulier pour cette raison, parce qu'il raconte une histoire à la fois personnelle et familiale. Donc on est entre le documentaire et le film de cinéma. C'est très esthétique, c'est très beau, des très belles lumières, etc. C'est peut-être et vraisemblablement pas le meilleur film de Souleymane Cissé, qui est un cinéaste qui, malheureusement, comme beaucoup de cinéastes africains, a une filmographie qui est assez restreinte de par la difficulté à trouver le financement pour ces films. Mais vous avez mentionné notamment Yélène, qui avait été un grand succès déjà à Cannes et qui est sans doute son film de référence. Alain. Oui, mais on peut déjà dire à Cannes en 2015 et puis ça sort en 2017. Ça dit tout. Ça dit déjà pas mal de choses, en effet. Il y a une histoire personnelle, Yves vient de le dire, qui est à la base du film, qui peut parfois donner l'impression d'un certain plaidoyer pro-domo, si on ose dire. Pro-domicile, en tous les cas. Oui, en tout cas, pro-domicile, qui peut perturber un peu l'appréciation du film, parce qu'on voudrait entendre un petit peu
l'histoire dans sa globalité. Un documentaire, en général, donne plusieurs versions. Mais ici, c'est une œuvre personnelle. Ça va au-delà, évidemment, parce que c'est aussi une description de la justice dans son pays. Il y a des considérations philosophiques, il y a pas mal de documents personnels, historiques, etc. Donc, c'est vraiment un film avec un entrelac de niveaux qui dépasse donc cette simple histoire personnelle et qui peut susciter un certain intérêt. C'est un film aussi avec une dimension poétique, notamment dans les images des enfants en contre-jour, des petits-enfants qui sont absolument superbes. Mais au bout du compte, je ne suis pas convaincu que c'est un film qui va permettre à des gens qui ne s'intéressent pas déjà au cinéma africain de le découvrir et d'avoir envie d'aller voir d'autres films issus de ce continent. C'est quand même un film qui s'adresse davantage à un public qui est déjà connaisseur de ce genre de cinéma. Et ça, je le regrette un peu, malheureusement. Cet aspect autobiographique, au fond, cette sensibilité a fait le génie et le succès mondial des photographes maliens qui sont dans tous les pays du monde. Mais il y a un savoir-faire qui est assez extraordinaire. Dès que l'image bouge, ces photos dans les maisons, enfin ces portraits de tous ces photographes qui sont absolument extraordinaires, c'est plus compliqué. Myriam, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'avez-vous pensé, cet affreux Doka? Contrairement à Alain, je crois que c'est un film qui peut trouver un écho assez large. Oui, c'est vrai que c'est pas... je crois, parce que pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, c'est vrai que c'est pas un film qui est à la mode, là. Le traitement n'est pas du tout dans l'air du temps. C'est un film très lent. L'esthétique prend beaucoup de place. On laisse de très longs plans sur des enfants, sur la nature. Mais ce qu'il y a de très actuel, c'est cette histoire très personnelle qui devient finalement une histoire assez large, c'est-à-dire une histoire qui dénonce le ras-le-bol de la corruption, qui dénonce le ras-le-bol du peu de pouvoir des petites gens qui se perdent dans les dédales du système judiciaire. Je pense que oui, c'est une réalité africaine, mais c'est une réalité à Montréal chez nous. Et c'est donc son histoire très personnelle devient vraiment très universelle. Et j'ai l'impression que toute la vie de Souleymane Cissé l'a mené vers ce film-là, c'est-à-dire de faire un hommage aux femmes de son peuple, de faire un hommage à la culture malienne, de faire un hommage aussi à la maison. Parce que la maison qui vient de perdre, c'est pas seulement les 4 murs de la maison familiale, c'est le territoire, c'est le déracinement, c'est l'histoire, c'est la perte de la transmission de la culture. Donc moi, j'ai vu plusieurs couches à cette histoire qui, en effet, peut être très personnelle au départ, mais moi, de mon appartement à Rosemont, à Montréal, j'ai trouvé qu'on me parlait, qu'on pouvait me raconter, me raconter une histoire qui est très touchante et que j'espère va dépasser les salles européennes parce qu'on a beaucoup de difficultés à Montréal à recevoir les films africains. Il y a 2 festivals, le festival Vue d'Afrique et le festival Black de Montréal, qui présente quelques films à bout de bras pendant ces dates-là. Sinon, le et Abderrahmane Sissoko, Timbuktu, qui n'a aucun rapport parce que c'est une affaire là... C'est la guerre et les islamistes. Je vous dirais que ça a été dans tous les réseaux. Oui, c'est ça. Celui-là s'est rendu, mais si on parle de films un peu plus indépendants, si on veut, c'est assez difficile de les avoir. Michel, le charme de la maison, le charme de l'image des enfants dans la nature, Home Sweet Home. Ou l'ennui? Non, mais c'est un film, je suis entièrement d'accord avec vous, qui s'appréhende pas très facilement. C'est un euphémisme, c'est un film dans lequel il faut véritablement entrer, mais je pense que c'est un film qui a plusieurs interprétations qui sont d'ailleurs assumées. Il y a une chose dont on n'a pas parlé encore jusqu'à présent et qui va un petit peu dans le sens que disait Myriam, c'est-à-dire quand on parlait de la petite et de la grande maison, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fait un parallèle entre ce que subissent ces 4 sœurs qui se font éjecter de sa maison. Alors c'est un parallèle qui peut paraître un peu acrobatique, mais il le justifie, en tout cas en interview pour l'avoir lu plus tard. Alors il fait un parallèle entre cette éviction injuste, parce que finalement, c'est pas un spoiler, à la fin du documentaire, on apprend que la Cour suprême du Mali lui donnera raison et les dites 4 sœurs, enfin il n'y en a plus que 3 parce qu'une est décédés entre-temps, pourront réintégrer la maison familiale, et le djihadisme dans le nord du Mali, en expliquant que là aussi, il y a une partie de la population malienne qui se fait éjecter de chez elle par des gens qui le font de manière totalement indue. Alors, Michel, on peut aller jusqu'à la question de la crise des subprimes aux États-Unis, hein. On peut aller, absolument, on peut même aller jusque-là. Alors lui, il n'aborde pas dans le film, mais on pourrait le dire. Alors,
quand il y a ce glissement dans le film qui apparaît, je vous avoue que je regardais ça, je me dis, mais où est-ce qu'il veut en venir? Parce que ça paraît quand même un tout petit peu tiré par les cheveux à ce moment-là, d'essayer de comparer l'histoire très personnelle de ces 4 sœurs à ce qui peut se passer au niveau du djihadisme au Mali. Mais lui, il dit, la grande histoire est faite de petites histoires. Et les petites histoires, c'est Souleymane Cissé qui dit ça en interview, il le dit sur RFI. Il dit, voilà, la grande histoire est faite de petites histoires. Et toutes ces petites histoires mises bout à bout, on arrive à ça. Et le djihadisme, aujourd'hui, d'une certaine manière, en tout cas pour lui, il le voit de cette manière-là. Il ne le voit pas forcément comme étant une grande idéologie, il le dit, c'est aussi le fruit de la corruption, du banditisme. Enfin voilà, c'est ça qui fait que les choses arrivent là. Alors, quand on a lu 2-3 choses, quand on a vu ça, on comprend un tout petit peu mieux. Et puis après, j'ai l'impression... Alors voilà, c'est une analyse très personnelle que je vous fais là. Il ne faut pas oublier qu'on est en Afrique, et on est en Afrique de l'Ouest, on est au Mali en particulier, on est au pays des griots, au pays des compteurs. L'Afrique, on a toujours l'impression que c'est très simple ou que c'est un grand bordel. Voilà, on va dire que c'est un grand bordel, on ne comprend rien. C'est un gros continent surtout. Alors, mais vraiment juste l'Afrique de l'Ouest en l'occurrence, mais l'Afrique oui. Mais pour le blanc, l'occidental qui débarque, souvent on arrive, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas où sont les hiérarchies, comment c'est organisé, c'est désorganisé. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est désorganisé pour vous, pour nous c'est très organisé souvent sur place, mais avec une hiérarchie qui nous échappe. Et le film de Souleymane Cissé, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire, mais à la façon africaine, c'est-à-dire en passant par l'onirique, par le documentaire, par la fiction, en prenant une couche, en prenant l'autre, en passant dans le passé où il raconte son enfance, mais en montrant ses petits-enfants. Donc on nous parle du passé, on nous parle du futur, on nous parle de la nature, la pureté, la ville, la corruption, le chahut, le chaos. Et puis, tout ça mis ensemble, eh ben, au final, on arrive à une sorte d'expérience, mais c'est à nous de trouver véritablement le sens de ce qu'on nous a expliqué. On ne va pas nous livrer le truc clairement en disant, voilà, 1, 2, 3, présentation, synthèse, antithèse, machin, enfin, antithèse, hein, et puis synthèse. Donc, à la fin. Au final, ça vous a plu? Mais c'est un film qui m'a intéressé, effectivement, mais j'avoue que c'est un film qui n'est pas simple à appréhender, ça je peux parfaitement le comprendre, et je ne suis pas non plus certain que l'explication que je suis en train de vous donner soit la bonne, mais c'est comme ça que j'essaye de lire ce film, et quand je la lis de cette manière-là, je trouve que ce film a un intérêt. Voilà, eh bien, cette explication doit être convaincante, autrement vous retrouvez votre métier d'origine, qui est d'être la doublure lumière de Jason Statham. Vous n'avez pas remarqué la différence ou la ressemblance extraordinaire entre Michel Sirutti et Jason Statham? Je ne dis pas en arts martiaux, c'est moi qui fais les doublures aussi. Hein. Voilà, donc nous allons passer à l'interactivité. Souleymane Cissé est devenue une icône du cinéma africain sur Instagram. La réalisatrice Terry Samundra poste une photo du film Yélène et le cite comme source d'inspiration, bien évidemment. Vous découvrez au bas de l'écran Twitter et Facebook et vous pouvez apporter, grâce à ces deux réseaux sociaux, tous les commentaires que vous souhaitez sur notre émission. Yves, on terminera par les coups de cœur, le vôtre. Alors, la biographie de Jean-François Bizot, ce personnage essentiel de la contre-culture en France, qui a racheté Actuel et qui en a fait et Radio Nova. Le grand magazine, puis ensuite qui a créé Radio Nova, mais qui était déjà un des grands agitateurs de mai 68, hein, puisque son appartement, hein, qui était au-dessus de la rue Gay-Lussac, restait ouvert toute la nuit et accueillait tous ceux des manifestants qui avaient besoin de trouver une douche, un lit, un coup à boire, un sandwich, etc. Puis c'est lui qui, à travers Actuel, évidemment, aussi révolutionné à la fois la presse française, la culture française. C'est lui qui a inventé le concept de sono mondial, hein, alors que les anglophones parlaient de world music. Hein, nous, on parlait de ça. Puis là, autour de Radio Nova, de Actuel, et puis de sa personne, de son manoir dans l'Est parisien aussi, hein, où il y avait des week-ends qui n'en finissaient pas, qui a cristallisé toute la scène africaine, hein, aussi à Paris dans les années 80. Personnage considérable et qui, grâce à cette biographie, trouve un peu la place qu'il mérite dans notre histoire, qui a tendance parfois à vouloir oublier ce type de personnage. Voilà, et la plupart des gens qui l'ont révélé sont devenus les animateurs célèbres de Canal+. Jamel et les autres, fils de famille, héritier, qui a justement consacré sa fortune à la contre-culture. Mon cher Alain. La Belgique aime le street art, hein, l'art de la rue. La Belgique aime le striptease. Non, aussi, c'était une des grandes émissions de la RTBF, striptease. En effet, reprise notamment par France 3. En l'occurrence, la Belgique aime l'art de la rue, celui qu'on voit sur les façades, hein, ou celui qu'on voit sur les barricades, les clôtures, etc. À Bruxelles, il y a maintenant des parcours, hein, qui sont organisés pour vous permettre de découvrir l'art de la rue. Et puis à Liège, l'université fête son
son 200e anniversaire. Il y a une grande rénovation du bâtiment historique. Et à la place du 20 août, comme on l'appelle, et ce bâtiment est entouré de barricades dont la décoration a été confiée à des artistes de Spray Can Arts, et ça montre bien que l'art de la rue a vraiment maintenant droit de cité en Belgique, même si, il faut bien le reconnaître, certains ne l'aiment pas, notamment dans un certain nombre de fresques murales que l'on voit à Bruxelles et qui ont des tonalités un petit peu... sulfureuses. Michel, coup de cœur. Un livre, Guillaume, que l'on doit à Aude Seyne. C'est une jeune auteure romande. C'est son 2e roman. Elle collabore également au collectif Ager, qui avait écrit Sous les tilleuls, dont je vous avais parlé dans cette émission. C'est aux éditions Zoé. Une toile large comme le monde. Alors ça nous parle d'Internet. Ça nous parle d'Internet au niveau technique. Ça nous explique véritablement comment Internet fonctionne. C'est un roman qui nous rend sensibles aussi aux dégâts écologiques que crée Internet de par le monde. Et puis c'est un roman un peu d'une dystopie, parce que c'est un roman où des usagers d'Internet qui en vivent décident de couper Internet, de saboter Internet. Et puis ça nous raconte ce qui peut éventuellement se passer. C'est surtout un bouquin qui nous parle du quotidien de nous autres ultra connectés que nous sommes, abonnés aux réseaux sociaux. Et c'est une assez jolie photographie de la société actuelle que l'on doit à Aude Seyne. C'est un très joli roman. Myriam. Si un jour il n'y a plus Internet, il restera des grands battants qui font encore des magazines papier. Et le magazine L'Actualité, qui est un magazine québécois, a quarantaine d'années cette année, a décidé de se refaire une beauté et changer complètement son format, et nous offre pour ce nouveau numéro Xavier Dolan, vous l'avez reconnu, en couverture, qui est un portrait de 12 Québécois qui changent le monde. Si vous me permettez de citer Xavier Dolan sur l'importance de la culture. Il dit: la culture, c'est ce qui détermine l'âme, le caractère, la mémoire, la couleur, la voix d'une société entière. Donc, un long article sur Xavier Dolan, sur vraiment sa vision de l'art qui change le monde. Ça m'intéresse. Ouais, voilà, vous allez donner ça donc au camarade Alain. Moi, je n'ai qu'un seul coup de cœur. Vous allez au Palais de Tokyo découvrir l'œuvre de Camille Enrault, une jeune artiste française qui vaut bien Xavier Dolan et dont le monde entier va entendre parler dans les années qui viennent. Je ne vous explique pas de quoi il retourne, car vous y allez. Palais de Tokyo à Paris, pour ceux qui y passent. Camille Enrault. Voilà, cette émission est terminée. C'est la dernière que nous enregistrons à l'Arche de la Défense, dans cette salle qui est consacrée au photojournalisme et qui est absolument magnifique. Ciao, passez la meilleure semaine possible. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris.